Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et ce matin nous allons donc parler dans notre émission des biais cognitifs. Alors ce schéma de pensée trompeur et faussement logique, il influence nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou quand le temps est limité. Donc nous parlerons des biais cognitifs avec donc notre invité Amel Lahrache. Ça sera en deuxième partie de notre émission. Et bien entendu, comme à l'accoutumée, la première partie est réservée à nos chroniqueurs. Et j'ai le plaisir de recevoir Soumeya Zerouali. Bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Ravie et toi? de te recevoir. Très Tout bien, je te plaisir remercie. pour moi, comme à chaque fois. Très C'est bien. toujours un plaisir Toujours, effectivement. de me retrouver sur le même plateau que toi, Mariam. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Je suis certaine que nos téléspectateurs le sont aussi. Donc, Soumeya, ce matin, toi, tu nous parleras donc, du développement cognitif chez les enfants. Chez les enfants, Très bien. on va revenir un petit peu aux premières étapes de la vie. Au balbutiement, Et- quand tout commence. Voilà, exactement, tout à fait au début, depuis premier Zéro, jour. voilà, ouais. Depuis les premières heures. Les premières heures. Et donc, on développera ensemble ce thème Très bien. du développement cognitif chez l'enfant. Très bien, merci Soumeya. Lina Deramchi, bonjour. Bonjour Mariam. Ravie de te recevoir aussi, c'est toujours un plaisir. Plaisir, vraiment partagé. Voilà. Donc avec toi, donc on va commencer par toi tout de suite Exactement. dans la rubrique Vitalité et bien-être. vitalité Et bien-être. et bien-être. Exactement. Avec toi, donc on parlera de. On parlera donc des anciennes civilisations à travers les biais modernes, donc une leçon de sagesse. Elle va revenir un peu plus loin en arrière, elle, par D'accord. rapport à moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par toi, Lina. Oui, Allez, c'est pas Très bien. Alors oui. tout de suite, Un petit voyage. jingle. Donc vite. Voilà, vitalité et bien-être, Lina. Donc la sagesse à travers les temps, c'est quelque chose que tout le monde essaye d'obtenir, surtout arrivé à un certain âge. C'est vrai que quand on est Absolument. jeune, c'est pas vraiment à ça à quoi on pense. Mais avec le temps, il y a cette espèce de sagesse, cette espèce de remise en question et surtout faire appel à peut-être la logique. oui, absolument. Et d'ailleurs, on remarque ça depuis la création de l'être humain. Il y a toujours eu ces réflexions. On a toujours eu des réflexions, des questionnements, des pensées, et puis même des intuitions. Certains appelaient ça des intuitions. Avec le temps, ça s'est développé. Et à travers ces différentes civilisations, on a vu justement et on a appris comment dépasser donc nos biais cognitifs. Et ça a été prouvé scientifiquement dans chacune de ces civilisations. Elles nous ont appris quelque chose. Donc ces biais cognitifs existaient depuis, on va dire, depuis toujours. Hein. Absolument. C'est dans l'être humain, c'est dans Absolument. notre cerveau, puisque tout se passe là. Oui, Et puis c'est exactement. propre à l'homme aussi. Oui, exactement. Voilà. C'est propre à l'homme. Et même s'ils ne savaient pas ce que c'était, ils essayaient quand même de combattre cela et ils travaillaient avec eux-mêmes quotidiennement. Donc c'était un travail vraiment quotidien et très très profond. Et aujourd'hui, nos scientifiques ont prouvé que les méthodes qui étaient utilisées avant sont bénéfiques et qu'il faut les utiliser aujourd'hui justement si on veut également essayer de dépasser nos biais cognitifs. Voilà, donc toujours d'actualité cette recherche, Absolument. cette quête. Et surtout, on va dire que nos ancêtres, hein, que les premières civilisations avaient déjà mis le doigt dessus. Oui, ils avaient mis le doigt dessus. Et comme je t'ai dit, c'était plusieurs méthodes. Et toutes les méthodes, elles étaient bénéfiques. D'ailleurs, c'était des méthodes qui étaient vraiment assez communes, assez répétitives également dans les différentes civilisations. Mais on a remarqué qu'elles ont été très, très bénéfiques. Car on sait que nos ancêtres n'avaient pas réellement beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'était l'époque où la sagesse résidait. C'était vraiment l'époque où on retrouvait la sagesse chez toute personne. Donc, Est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des points en commun entre toutes ces oui, civilisations? on va le voir. Dans certaines civilisations, oui, on retrouve qu'il y a des points en commun. Et dans d'autres civilisations, on voit que ces mêmes points ont été repris de manière différente. D'accord. Donc, si tu veux, on commence le voyage. Ah, je veux bien. Alors, Allez, on commence très par bien. où? On commence. Allez, Oui. on y va. On commence par l'Égypte antique, comme d'habitude. Comme je vais d'habitude. dire. Ah, Voilà. En Égypte antique, c'était un peu différent. Alors, ils reliaient l'esprit à la vie. Alors, pour eux, avoir un esprit sain était lié à avoir une vie harmonieuse. Donc, lorsqu'on parle de ça, c'était pour eux un quotidien, donc un travail de quotidien. Elles faisaient, surtout les femmes et les hommes également, ils faisaient en sorte de toujours maintenir un équilibre de vie pour justement avoir cette libération de l'esprit et avoir donc une clarté mentale. On retrouvait beaucoup
de concentration. Ils utilisaient des exercices de concentration, notamment certaines postures, des exercices de respiration, mais pour eux, c'était plus la concentration. On essayait toujours de pousser la concentration un peu plus loin. Donc, à travers certains exercices, on a d'ailleurs retrouvé donc, des papiers, donc des feuilles, donc des anciennes feuilles, les scientifiques les ont retrouvées, qui montrent justement que les médecins d'avant, et ils appelaient ça les papyrus médicaux, donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui une ordonnance. Des parchemins, voilà. Bon, à l'époque on appelait ça comme ça. Exactement, et dans lesquels on retrouvait justement ces exercices qui nous permettaient de développer notre concentration plus qu'à la norme. Exactement. Et les médecins prescrivait justement ça aux patients et à n'importe qui, pour toute personne, cherchant justement la clarté mentale. Donc le traitement. Oui, exactement, le traitement. Et on retrouvait cela, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait certains exercices, par exemple la visualisation de ces pyramides, se concentrer sur un point de lumière. Par exemple, s'asseoir et puis essayer de faire un exercice, donc ne pas se lever de sa place et rester concentré sur une seule pensée, au moins pendant quelques minutes. Et c'était des exercices qu'ils devaient pratiquer quotidiennement afin de développer cette capacité mentale justement et cette clarté mentale. Donc en fait c'était comme un exercice physique, mais là c'était un exercice mental. Exactement. Et d'ailleurs on le retrouve. Si on voit aujourd'hui comment c'est utilisé, il est vrai que aujourd'hui nous on essaye un peu plus de pousser notre concentration et même les docteurs aujourd'hui conseillent ces exercices de concentration. Donc notamment les exercices de yoga peut-être. Oui, exactement. Les exercices de yoga, de visualisation, de concentration totale, exactement, de contemplation. Alors pour ça, on va plus la retrouver dans la culture arabo-musulmane. Oui, la contemplation. Oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait justement? C'est ça. Et aujourd'hui, on le retrouve également. On retrouve ces exercices-là, cette concentration ultime et par exemple le fait de s'asseoir, de prendre quelques minutes, quelques instants pour réfléchir et se concentrer. Chose qui est un peu plus compliquée de nos jours. Voilà. Mais se parler en face d'une glace, oui, ça peut aider. Ça peut marcher. Mais dis-toi que dans la recherche de soi, absolument, oui. Et dis-toi qu'aujourd'hui, on utilise énormément ces méthodes-là. Donc, comme quoi, toutes les méthodes que je vais énumérer maintenant sont utilisées aujourd'hui et sont fortement conseillées par nos docteurs et nos scientifiques. D'accord. Donc, ça passe déjà par la contemplation. Absolument. La contemplation et surtout la recherche de la concentration. Très bien. Voilà. On passe vers la Grèce? Oui. Allez. Oui, très bien. Alors, en Grèce, c'était un peu plus différent. En Grèce, on sait que la plupart des philosophes viennent de la Grèce antique, notamment Aristote et Socrate. Et c'est d'ailleurs les deux qui ont parlé de la recherche de soi. Alors, pour eux, c'est un rapport avec la recherche de soi. Si on veut une clarté mentale, d'après Socrate et d'après donc ce qu'il nous a dit dans ses livres, c'est qu'il faudrait d'abord se poser certaines questions. Donc certaines questions qui nous mettent mal à l'aise, donc remettre en question nos pensées. Ainsi que nos croyances pour et nos connaissances aussi. Voilà, nos connaissances pour trouver la réponse. Question existentielle. Exactement. Je sais que je ne sais rien, entre autres. Hein. Absolument, c'est exactement ça. Et pour eux, c'était un exercice parfait pour pousser justement le cerveau à dépasser ses limites. En fait, le but était simplement de sortir de sa zone de confort. C'est ça. Donc, chose qui est, on va dire, la chose la plus compliquée à faire. Exactement. Donc, lorsqu'on sait que l'être humain est fait ainsi, lorsqu'on se pose certaines questions et qu'on n'arrive pas à trouver les réponses, on est quand même mal à l'aise. Ça nous trouble. Et bien, dites-vous qu'en Grèce, c'était l'exercice favori de tous les Grecs. D'accord. Et être troublé en permanence. Exactement. Être troublé, surtout pour trouver la quête de soi. Donc, pour se retrouver, pour trouver cette clarté mentale, il était très important de se perdre dans ces questions afin de mieux trouver la réponse. Ça reste très philosophique. Ça reste effectivement très philosophique. Oui. Et on va dire quand même, ça reste très, très, très logique à faire. Hein. C'est pas aussi compliqué. Et on a l'impression que dans la recherche de soi. De toute façon. Peut-être quelques instants d'inconfort avec ces questions, mais on finit toujours par trouver une réponse. Et ils mettaient le point sur ceci également. Alors pour eux, ne pas trouver la réponse immédiatement ne voulait pas forcément dire que nous n'allons pas la trouver. D'accord, c'était pas un échec en fait. Exactement. Et il ne fallait pas justement se forcer à trouver cette réponse immédiatement, mais au contraire, se donner le temps et laisser cette réponse venir à nous. Donc c'était un peu, ça reste comme je l'ai dit très philosophique, mais c'était très très bénéfique. Et aujourd'hui également, c'est très conseillé par les professeurs de yoga, par également les psychologues. On remarque que justement certaines questions sont primordiales à poser à nous-mêmes, donc on se pose certaines questions afin de trouver justement les réponses qu'il faut et pour trouver cette clarté mentale.
Il y a également quelque chose, les Grecs aimaient énormément ce qu'ils appelaient les kartassis. Et en fait, ce que c'était des théâtres. En fait, c'est un théâtre, et c'était des théâtres qui étaient dramatiques. Et en fait, pour eux, ces théâtres dramatiques leur permettaient de comprendre l'importance de la vie. Et en fait, le fait de voir, par exemple, des théâtres tragiques, qui étaient tragiques, dramatiques, qui racontaient des histoires tragiques, en fait, ça leur rappelait l'importance de leur existence, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et donc, ça les poussait justement à se poser ces questions existentielles. Pourquoi je suis là, quelle est ma mission sur cette terre. Voilà. Et donc ça leur permettait, on va dire, de retrouver leur chemin et de trouver cette clarté mentale. Et de ne pas s'égarer. Exactement. Donner un sens à sa vie. Surtout ça, surtout à cette époque également, c'était très important. Surtout de ne pas s'égarer, parce que Dieu sait que les tentations sont multiples. Exactement. Et les chemins aussi, donc trouver le bon chemin. Et leur philosophie, c'était même si on s'est trompé, donc on a toujours pour eux, c'est une bénédiction de s'être trompé et de chercher encore une autre voie. Pour eux, l'erreur est chérie plus que la vérité. Très bien. On va ensuite passer donc vers l'Inde. L'Inde, alors en Inde, c'était un peu plus différent. Ils portaient justement tout ça sur le souffle. Alors pour eux, la clarté mentale avait un rapport avec le souffle. Le souffle. Ils appelaient ça l'art de la respiration. Et pour eux, c'était un art de vie, c'était un quotidien. Donc respirer correctement allait justement leur permettre de trouver leur chemin. Ils avaient beaucoup de respirations différentes, notamment une respiration précise qu'on appelle la respiration alternée, Nadi Shodhana en sanskrit. Nadi Shodhana, ça consiste d'ailleurs, on l'utilise aujourd'hui en tant que professeur de yoga pour les exercices de respiration et thérapeutique. Nadi Shodhana, ça consiste à boucher une narine, inspirer par l'autre, la fermer, expirer par l'autre et réinspirer par cette même narine. Et le fait de respirer comme ça va permettre justement de rééquilibrer le cerveau, les poumons, de faire passer assez d'air à notre cerveau, ce qui va justement procurer cette clarté mentale. D'accord, donc respirer en toute conscience. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, pour ne pas dire systématiquement. Exactement. Et ça a été prouvé scientifiquement également. Aujourd'hui, peut-être ça a été un peu plus allégé. On a trouvé plusieurs autres respirations, notamment ce qu'on appelle une respiration carrée. Inspirer durant 4 secondes, bloquer la respiration 4 secondes et expirer en 4 secondes. Peut-être l'apnée aussi, merci beaucoup, plonger. Oui. Ça peut aider également. Exactement. Oui. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi. Et tout de suite, We Share avec Soumeya Zerouali. Allez, dans We Share aujourd'hui, on s'intéresse au développement cognitif chez les enfants, qui fait référence à l'évolution de certains processus, bien évidemment, mentaux et des capacités intellectuelles qui se produisent donc tout au long de la croissance de l'enfant. Ce développement comprend divers aspects tels que donc l'attention, la mémoire, la résolution de problèmes, la pensée critique, la compréhension du langage, bien évidemment, la perception et la capacité à apprendre également. Donc le développement cognitif chez l'enfant se réfère à tous ces changements, à tous ces progrès que fait l'enfant qui se produisent donc dans les capacités mentales d'un enfant au fil du temps. Et il s'agit donc du développement de fonctions telles que l'attention, telles que la mémoire, la pensée également, je vous rejoins, la résolution de problèmes, la prise de décision et la compréhension du monde qui entoure ce petit être qui est en train de se construire. Donc un caractère, une personnalité et j'en passe. Donc ça peut aider bien sûr, le développement chez l'enfant se déroule d'abord par plusieurs étapes pour revenir un petit peu donc, au début. Au début, tout à fait au début, donc le premier jour. Donc, alors cette période... La respiration, donc, qui est une épreuve quand même. Hein. C'est très bien que le premier souffle est douloureux. C'est pour ça que les bébés pleurent. Tout devient une épreuve, hein, même prendre le biberon. Exactement. Hein. Donc, voilà, donc la période, on appelle ça la période sensorimotrice, qui est comprise entre 1 jour et 2 ans. Donc, pendant cette période, les enfants vont explorer l'environnement qui les entoure à travers leurs sens et à travers leurs actions physiques. Donc, ils commencent à comprendre la permanence de l'objet et à développer des habiletés motrices fines. Donc, à ce moment-là, on n'est pas conscient véritablement de tout ce qui nous entoure, mais on a des sens, bien sûr,
et on les utilise. Voilà, donc surtout au tout départ, donc c'est quand on voit maman et après quand elle sort de la pièce, elle n'est plus là. Donc il y a déjà ce facteur on va dire, à assimiler. Hein. Voilà. Oui, donc, mais ça, c'est pas entre 0 et 2 ans. C'est un peu plus. C'est plus tard. Plus tard. Donc c'est un peu plus tard. Et, entre 0 et 2 ans, en fait, tout ce qui nous entoure fait partie de nous. Donc on a l'impression qu'on nous et l'environnement qui nous entoure. On n'arrive pas en fait à se dissocier du exactement, on ne fait du monde extérieur. Voilà, nous et l'environnement ne faisons qu'un. Nous et maman et tout le reste. Donc on est voilà. Donc après cette période vient ce qu'on appelle la période préopératoire. Elle est comprise entre 2 et 7 ans et là, donc intervient ce que vous dites justement. Et les enfants commencent donc à développer la capacité de penser, de ce qu'on appelle la pensée symbolique, à utiliser le langage de manière plus sophistiquée, bien évidemment. On apprend à parler et à penser de manière plus abstraite. Donc ils ont souvent du mal avec, par contre, la conservation des quantités et des formes à ce moment-là. D'accord. Donc, par la suite, la troisième période de la vie, où on continue à apprendre, bien évidemment. Donc, c'est la période des opérations concrètes, qui est comprise entre 7 et 11 ans. Et les enfants deviennent capables, donc, d'effectuer des opérations mentales simples, contrairement à avant. En fait, c'est là où rentre, par exemple, le calcul. Exactement. Bon, par exemple, pour le vélo, c'est quand même encore un peu plus tôt, où on commence à prendre cette notion de se référer dans l'espace et tout. C'est ça. Voilà, donc... On commence peut-être à pratiquer aussi une activité sportive et à apprendre certains gestes, à apprendre à vraiment communiquer de manière plus intelligente qu'avant. Avoir conscience aussi un petit peu des codes sociaux déjà. C'est ça. Tout ce qui peut être, on va dire, permis, interdit, déjà tout ça, on arrive à mieux le comprendre à cet âge-là. Exact, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et tout le reste. Donc, et après, donc, vient la période des opérations formelles, donc entre 11 ans et plus. Donc là, les enfants vont développer cette capacité de penser de manière logique, de raisonner, de façon donc plus intelligente, d'utiliser des concepts plus abstraits. Donc à ce moment-là, on a appris beaucoup de choses. Et donc le développement cognitif est influencé par de nombreux facteurs, tels que l'interaction avec, bien évidemment, avec l'environnement qui nous entoure, donc avec l'hérédité, avec l'éducation, la nutrition également, les expériences vécues et les interactions, bien évidemment, sociales. Il est important pour les parents, les éducateurs, tous ceux qui encadrent et qui entourent les enfants, d'être conscients de ça et de leur fournir un environnement qui va stimuler donc le développement chez eux, qui va stimuler donc le développement cognitif afin de favoriser l'apprentissage et de favoriser bien sûr la croissance intellectuelle chez nos enfants. Voilà. Mariam. Voilà, donc le processus continue. Il faut dire que jusqu'à l'âge adulte, la personnalité n'est pas, on va dire, réellement finie, construite, puisque c'est un petit peu comme l'histoire de ce voyageur qui avait pris un bateau. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, il a changé le mât, il a changé les voiles, il a fait des rectifications. Voilà. Et après, quand il arrive à bon port, est-ce que c'est le bateau initial ou non? C'est un petit peu comme notre personnalité. On change au fur et à mesure avec l'âge, avec le temps et toutes les circonstances. On change et on apprend. On apprend de nos erreurs. Il faut se faire des erreurs dans la vie pour pouvoir apprendre aussi. Hein. Effectivement, oui. Tout à fait. Voilà. C'est un élément important. Hein. Oui, voilà. tout à fait. Et en parlant d'apprendre, le voyage, oui, le voyage fait partie justement. De après les études, ce sont les voyages qui vous aident à vous construire donc cette personnalité, effectivement, des opinions, découvrir une personnalité équilibrée également, à apprendre à être en contact avec le reste du monde. Oui, découvrir de nouvelles civilisations, donc aller se frotter à d'autres modes de pensée, d'autres horizons. Oui. C'est ce que tu as fait, je crois, Soumeya. C'est ce que je fais habituellement dans Tahwisa. On essaye de s'y Mais là, on va dire que tu es partie très loin. Je suis partie très loin et je suis montée très haut. Justement. Nous allons voir tout ça en images. Donc, dans Tahwisa, c'est le lancement. Voilà, c'est le lancement de l'émission Tahwisa de Soumeya Zerouali.
emmènera dans ce nouveau numéro de Tahwissa à la découverte de l'une des plus belles régions du sud-ouest du pays. Une région dans laquelle convergent une nature imposante, une culture millénaire et l'hospitalité ancestrale de ses habitants. Ne ratez pas Tahwissa très prochainement sur Canal Alger. Wow. Ça m'a beaucoup aidé dans la recherche. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Dans la recherche de soi, justement, ça aide beaucoup. C'est pour ça que j'avais parlé de contemplation. Parce que c'est un coup, oui, on la retrouve ici, la contemplation. Exactement, c'est ce qu'on a fait tout au long de ce voyage exceptionnel, magnifique. Alors, on vous dira pas où c'est, on laissera la surprise. Surprise. Donc, une très, très belle région. Oui. Franchement, je t'envie d'être comme ça dans ce désert magnifique, l'un des plus beaux déserts au monde. Et bien, la prochaine fois, je t'emmènerai avec moi. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, j'ai hâte de découvrir toutes les images. Effectivement, très, très belles images. Très prochainement sur Canal. Donc, vous allez découvrir de très belles images du sud-ouest du pays. Magnifique. Ouais. Comment est-ce que c'est improbable, cette eau là en plein milieu des dunes, c'est extraordinaire. Et puis vous allez voir aussi, je vais aller un petit peu. Vous allez voir les dunes de sable enneigées, c'est recouverte de neige et c'est juste magnifique. Fabuleux, c'est juste magnifique. J'imagine. Tu as eu cette chance. Oui. Ben voilà, donc les téléspectateurs aussi auront cette chance. Donc on pourra avec toi découvrir cette région dans tous ses états, puisque comme tu nous dis, de la neige, de l'eau, c'est d'une de sable extraordinaire. Et un soleil généreux, donc tout ça à la fois. Beau coucher de soleil, j'imagine. Très beau. Magnifique, magnifique coucher du soleil. Oui, j'imagine. Ouais. Ce matin aussi, il y avait un très très beau lever du soleil, donc vers 7h30, il y avait un ciel rose mais extraordinaire. À condition de contempler, à condition de lever la tête un petit peu, et d'admirer. C'est une chance de pouvoir se lever très tôt et de pouvoir à chaque fois assister à ce spectacle que nous offre la nature, donc se lever à l'aube. C'est un remède naturel. Oui, tout à fait. Donc vivre cette expérience et vivre avec le rythme de la nature. Merci beaucoup, Soumeya. Merci à toi. Merci. Marianne. Donc prochainement, l'émission de Soumeya Zerouali, Tahwissa, bientôt sur Canal Algérie. Merci beaucoup, Soumeya. Merci à toi. Merci beaucoup, Lina. Tu nous as fait voyager à travers les civilisations. Et tout de suite, donc la deuxième partie de notre émission, juste après cela.
De retour sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé en début d'émission, nous allons parler donc de biais cognitifs avec Amel Laharash, que j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau. Bonjour Amel. Bonjour Mariam, je suis contente de te retrouver. Pareillement, je suis très heureuse aussi de te recevoir, c'est toujours un plaisir. Et donc avec toi Amel, ce matin nous allons parler des biais cognitifs. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça paraît un mot un peu spécial, hein, pas très compréhensible, mais c'est quoi exactement un biais cognitif? Tu vois, là, j'ai ramené beaucoup de lunettes. Justement, j'ai vu, tu es venue, tu as posé toutes ces lunettes, je me suis dit, tu as autant de corrections, Amel? Oui, en effet, j'ai besoin d'auto-correction. J'ai besoin de correction pour voir, ok, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de correction par rapport à ma communication, par rapport à ma perception des choses, par rapport à comment je vois les choses, comment j'intègre les informations, par rapport à l'apprentissage. Donc, ces lunettes-là, en fait, c'est pour expliquer ce que c'est qu'un biais cognitif, en fait. Très bien. Comme ça, le téléspectateur pourra exactement bien comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà. Très bien. Alors déjà, biais, c'est quoi? C'est de biaiser. Donc ça vient du mot biaiser. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas aller droit. C'est pas forcément de droit. Il y a une route, le biais, c'est par là. Je prends un biais, je prends un raccourci, je prends un détour. D'accord. En fait, c'est ça, biais. Et cognitif, c'est tout ce qui est relatif à la connaissance. La connaissance dans tous les domaines. Il n'y a pas que la connaissance scientifique ou là, c'est la connaissance en général. La connaissance, l'apprentissage, les relations, etc. Donc les biais cognitifs, Mariam, font partie des filtres que nous avons tous, hein, que tu sois rassuré, c'est tous les humains. Nous avons déjà, c'est rassurant. Voilà. On a tous des filtres. Nous avons tous des filtres. D'accord. On part du principe que la réalité, c'est beaucoup d'informations. Énormément d'informations, que ça concerne la température, ce que je ressens, ce que je pense, je dois apprendre, je dois capter. Donc, il y a beaucoup d'informations dans la réalité. Et notre cerveau, en réalité, ne peut pas tout capter. C'est impossible. Tout à fait. Il ne peut pas tout capter. Et pour pouvoir justement traiter les informations, il va utiliser des filtres. D'accord. Alors, parmi les filtres, il y a les biais cognitifs qu'on va voir dans un petit moment, mais il faut savoir qu'il y a d'autres filtres. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça, les biais cognitifs. Non, on va peut-être parler des plus importants, des plus communs et qu'on retrouve le plus souvent, mais il faut dire qu'il y a pratiquement 250 biais cognitifs. Énormément de biais. Énormément de biais. Mais avant les biais, il faudrait savoir, Mariam, qu'il y a aussi d'autres filtres. Il y a nos 5 sens, il y a notre personnalité, il y a notre histoire de vie, nos blessures, nos expériences de vie, il y a nos croyances, notre contexte socio-culturel, aussi. Notre environnement. Donc il y a plusieurs filtres à la perception de la réalité. C'est comme des niveaux de filtres qui nous permettent de percevoir l'information, de la capter, de la comprendre et de la transmettre. Parmi ces filtres, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui sont des détours, des raccourcis que notre cerveau va utiliser pour traiter l'information. Il est obligé, tellement d'infos, qu'il va un petit peu, si tu veux, résumer, biaiser, filtrer pour pouvoir traiter l'information. Très bien. Là, j'ai ramené plusieurs lunettes. On va voir tout à l'heure, Amel, à quoi elles vont servir toutes les lunettes que tu as là sur le plateau. Mais avant, on va voir ensemble un sujet donc de Yasmine Chouir. C'est un sujet sur l'évolution cognitive chez les enfants.
Mais pas que ça, c'est ce que vous disiez, Amel. Oui, pas que ça en fait. C'est vrai que les enfants apprennent avec les biais cognitifs, mais ça continue. Hein. Ça continue même à l'âge adulte, justement. Ça continue. Et en fait, avec les biais cognitifs, ce qui peut être un peu gênant, c'est que ça peut induire à des jugements totalement subjectifs. Ça peut influencer nos réactions, ça peut influencer nos décisions, nos choix, etc. Ça peut être un peu biaisé. Bon, c'est bien expliqué dans le reportage. C'est des lunettes. Parce que là, si j'ai des lunettes, ces lunettes me permettent de voir de près, donc je te vois bien. Celles-là me permettent de voir de loin, donc je te vois à peu près. Hein. Voilà, un peu moins. Si je prends des lunettes noires, ben, je vais te voir en noir. Là, je te vois en noir, tu vois. Si je te prends des jaunes, je te vois doré. Donc c'est ça un petit peu les biais. C'est en fait ça le biais cognitif. C'est ça. À chaque fois, je vais mettre une paire, comme un filtre qui me permet de voir les autres, de comprendre la réalité, les situations et la vie. Et quand je fais ça, il y a une source d'erreur, enfin il y a risque d'erreur, il y a risque de subjectivité, il y a risque de prendre des décisions qui ne sont pas du tout adaptées, qui ne sont pas du tout logiques. Donc Amel, c'est parce qu'on va se fier un petit peu à juste les quelques éléments qu'on a pour sortir avec une croyance ou une certitude ou autre chose. Croyance, jugement, décision, avis, point de vue, position, enfin tout ce qui fait la vie. On va utiliser ces lunettes et on va se faire une opinion, un avis, une façon d'être, une façon de parler, un jugement sur les gens, sur la situation, sur le pays, sur les événements, etc. en fonction de ces lunettes. Mais ces lunettes sont un peu comme un entonnoir. C'est pas forcément vrai ce que je vois à travers ces lunettes. Parce que je te vois grande avec celle-là, mais c'est pas ta taille. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout ta taille. Je peux dire que tu es grande ou tu es petite, mais c'est mes lunettes. C'est pas réellement ta taille. Tu pourrais me dire voilà ma taille, mais tes lunettes ML, elles m'ont montré grande ou petite. Donc l'objectivité, c'est d'avoir ta taille. Très bien. Par exemple. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler le numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre au 021 23 98 91. Donc si vous avez des questions à poser à Amel Laharj, et en même temps aussi, si peut-être vous avez été biaisé donc, par un jugement, par une prise de décision hâtive, donc vous pouvez témoigner avec nous. Donc c'est une façon on va dire par exemple, on va parler des décisions. Oui. Je vais vous donner, par exemple, je vais te donner, Amel, un exemple. On va rentrer dans un magasin, il y a des soldes, on va dire, bon, allez, un petit t-shirt blanc, je vais donner des prix au hasard. On va dire, il est à 100 dinars. Après, tout le reste, il sera à 80 dinars. Et par exemple, celui qui était à 100 dinars, on met comme quoi il coûtait 800 dinars, on le barre et on met 100 dinars. Donc, systématiquement, notre esprit va se dire, ah, je fais une très bonne affaire. Il est à 800 et il est à 100. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça, c'est un biais, ce qu'on appelle le biais d'ancrage. C'est-à-dire que quand je rentre, je vois, on peut me proposer un produit on me dit il est cher ou il était cher. Donc pour moi, ce produit est cher. Après, on me propose, l'ancrage il est là, ça c'est cher, cette somme est chère. Hein. Après, on me propose autre chose, elle me paraît moins chère. C'est peut-être même pas mon budget. J'avais même pas envie de dépenser autant, mais par ce biais d'ancrage, que Hada c'est cher, Hada c'est pas cher, je vais acheter ce truc, même si je voulais pas l'acheter ou là si pour moi c'était cher dès le départ. Comme si on m'avait marqué un ancrage, c'est-à-dire que je garde en mémoire quelque chose. C'est cher, c'est pas cher, c'est beau, c'est pas beau. Tu vois un petit peu. Donc ça reste dans mon cerveau et ça va influer un peu mon choix. Ça va influer un peu mes décisions. Ça, c'est un biais parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Donc, quels sont les biais cognitifs les plus courants que l'on rencontre? On en découvre tous les jours. Bon, il y en a qui sont qu'on va voir en fait, si tu veux, parce que ça peut influer nos relations, ça peut influer nos familles, ça peut nous influer dans le voisinage, dans la société, etc. Parce que ça peut avoir un impact pas forcément agréable pour nous. Ça peut nous mener vers des jugements qui ne sont pas vraiment justes. Tout à fait. Alors, si tu veux, j'ai envie de commencer par le biais de confirmation. D'accord. Très bien. Alors, on va commencer par le biais de confirmation. Oui, parce qu'il touche un peu notre ego. C'est un biais qui nous touche beaucoup, parce qu'à travers ce biais de confirmation, je vais tout faire pour confirmer mon point de vue. C'est-à-dire que lorsque je vais rechercher des informations, ou là, lorsque je vais discuter, ou là, je vais sur les réseaux, ou là, je vais tout faire pour confirmer mon point de vue par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle chose. Donc, on va prendre uniquement ce qui nous arrange. Ce qui m'arrange. Donc, je vais tout faire pour confirmer. Et tout ce qui me convient pas dans mon point de vue à moi,
je vais le mettre de côté, ou là je vais pas le lire, ou là je vais dire non, non, ils savent pas, ou là c'est pas possible. Ça, c'est un biais très fréquent, c'est-à-dire qu'on va chercher à confirmer notre point de vue, on va être un petit peu gêné si on nous dit non, mais essaie de regarder autrement, mets un autre éclairage, essaie de grandir et voir autrement, non, ça nous gêne. D'accord, donc change de lunettes. C'est comment, voilà, c'est comment le biais de confirmation, on va confirmer notre point de vue. Par exemple, on va le voir à Myriam, par exemple, dans les relations. Je vais voir une copine et je vais lui parler de quelque chose, de mon partenaire ou là de mon employeur ou là. Il faudrait qu'elle me dise, qu'elle me confirme ma perception. Si ça, je trouve que mon partenaire ou là mon employeur est pas bien, il faut qu'elle me dise. C'est ce qui m'arrange. Dès qu'elle commence à me dire, mais essaie de voir autrement, là, ça me convient pas. Ça, c'est un biais de confirmation. Je vais juste confirmer mon point de vue à moi. Le risque, en fait, c'est qu'on passe à côté de plusieurs avis, qu'on passe à côté d'informations enrichissantes, qu'on passe à côté de développer nos capacités à comprendre le monde, à la vie, etc. C'est qu'on reste un peu dans cet entonnoir. Ouais, voilà, cloisonné un petit peu comme des œillères. Moi, j'ai raison et c'est comme ça. D'accord, très bien. Hada, il touche l'ego. Il nous touche. Pas évident de s'en rendre compte, mais quand on se rend compte, au début, ça fait un peu mal. Hein, oui, comme ça. Mais ensuite, on se dit, oui, pourquoi pas, même si j'ai pas raison, bête. Donc, après, pas forcément avoir raison, ça ne veut pas... Oui, voilà. Si j'ai pas raison aujourd'hui, est-ce que c'est important que mon point de vue aide décider ce qu'il est important dans 5 ans, dans 10 ans? D'accord. Donc, un autre biais. Alors, quand tu regardais le reportage, on a parlé du biais de conformité. Ah oui, c'est le biais de conformité. Donc, les enfants qui veulent, un jour il aime le rouge, le lendemain il veut s'habiller en bleu. Voilà, comme tous ses amis. Voilà, le biais de conformité, oui, il existe pendant l'enfance, mais il continue à exister tout au long de notre vie. Les biais, c'est toute notre vie, hein, c'est l'ondulette par rapport à la perception. Alors, le biais de conformité... Est-ce qu'on peut donner un exemple, par exemple, phénomène de mode? Donc oui, c'est un biais de conformité. C'est un biais de conformité. Voilà, je vais me conformer à le style vestimentaire qui est à la mode. Donc le biais de conformité consiste en fait à avoir le même avis que tout le monde, suivre le groupe, suivre la famille, suivre la société, avoir le même avis que tout le monde. Pourquoi on a le même avis? Parce que bon, déjà, on n'a pas envie d'être rejeté. D'accord. Ensuite, on peut se dire peut-être la majorité a la raison. Ils croient ça, ils font ça, c'est peut-être qu'ils ont raison. D'accord. Voilà. Donc on remet en doute nos propres peut-être convictions ou notre façon de penser, on la remet en question. Voilà, on se dit, s'ils sont nombreux, c'est que ça doit être vrai. Donc comme si que notre perception, non, c'est pas possible que ce que je pense est vrai. Ensuite, vous avez les injonctions sociales, donc sociales, culturelles, etc. Donc je peux suivre le groupe par ces injonctions, c'est-à-dire je vais les suivre, c'est comme ça que Et aussi, parfois, on peut suivre un peu la majorité parce que dans cette majorité, il y a une sorte de chef. Vous voyez, les influenceurs, ou là, quand il y a une sorte de tête de file, on se dit, cette tête de file, elle sait. S'il est reconnu comme chef ou l'influenceur, ou là, c'est qu'il sait. Donc, moi, je vais suivre un petit peu Enfin, le biais de conformité, c'est un biais de suivisme. D'accord, voilà. Très bien. Alors, ce qui est bien, c'est bon parce qu'on ne peut pas l'enlever complètement, ça nous permet d'avoir une cohérence sociale, familiale, on ne peut pas l'enlever totalement, mais il y a des moments où je me dis, est-ce que la vie de tout le monde est si important que ça? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est objectif? Est-ce que je peux le vérifier? Parce que ça peut m'amener à être un peu, je vais le dire, tabaïa. Oui. Des moutons, comme des moutons. Et du coup, justement, il y a même une expression qui est sortie dernièrement, le moutonisme, donc être comme des moutons et suivre. Voilà, c'est ça le moutonisme, c'est ça le risque en fait, c'est que je m'efface complètement, mon avis n'existe pas, ce que je pense n'a pas de sens, je suis plus un humain avec toutes ses capacités, tout son cerveau, sa conscience. D'accord. Donc c'est vraiment un équilibre. Hada, il est très fréquent. Vous allez le trouver dans les réseaux, vous allez le trouver dans phénomènes sociaux. Le biais de conformité est là, il est bon, mais après il peut être utilisé pas de façon forcément bonne pour notre intellect, pour notre personne, pour notre être. Donc les moutons, les moutons panurges. Justement, c'est pour ça qu'on parle d'esprit critique. Quand on parle de biais cognitifs, on dit qu'il faut avoir toujours cet esprit critique. Tout à fait, parce qu'en fait, les biais, c'est important, ça nous permet d'apprendre, de vivre ensemble, mais après, tout est dans la modération. Je ne vais pas me rebeller contre tout le monde, mais en même temps, quand je suis tout le monde, il y a des situations dans lesquelles je me pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Vous allez prendre les fake news. Oui. Justement. C'est un phénomène il y a un phénomène de conformité dedans, c'est-à-dire que les gens traitent une fake news, personne ne va vérifier est-ce que c'est vrai,
est-ce que la photo, elle date pas de 2 ans, est-ce que l'information est vérifiable, etc. On va suivre le troupeau. Justement. On va diffuser cette information. Si tout le monde a dit ça, c'est que c'est vrai. Justement, on tombe très souvent dans cette erreur, hein, parlant des réseaux sociaux. On voit que, je sais pas, une image ou une scène, ou après on voit, quand il suffit qu'on rentre dans les commentaires, on va se dire, ah non, ça s'est passé il y a 2 ans dans tel pays, et alors qu'on veut l'associer. Et voilà comment, en fait, on biaise un petit peu notre... on biaise la réalité. La réalité. Ouais. Que ça soit voulu ou pas voulu, ce qui est bien, c'est d'être vraiment conscient. D'en prendre conscience, de savoir ce qui se passe et se poser les questions, avoir ce réflexe. On a accès à tous les réseaux maintenant, à l'information. Donc je vérifie ce que j'ai. Je ne vais pas juste suivre le troupeau et diffuser une information qui n'est peut-être pas vraie, diffuser un avis qui n'est peut-être pas le mien. Hein. Donc juste avoir ce recul par rapport à ce que je ressens, à qui je suis. Très bien. C'est le deuxième qui est très fréquent. Très bien. Et le biais de négativité? Ouais. Alors, vous avez le biais de négativité, c'est les lunettes noires. Hein, en fait, voilà, on va prendre les noirs. Le biais de négativité, c'est ça. Très bien. En fait, ça serait quoi? Alors, il y a le corollaire de positivité, d'optimisme. Il y a de négativité, il y a l'optimisme. Donc, on va les voir tous les deux, hein, parce que tout ça, la vie, il y a les deux, polarité, hein, la dualité. Donc, négativité, je vais porter des lunettes noires. Je ne vais que dans tout ce qui m'arrive, s'il y a une panoplie d'informations, de situations, d'événements, d'expériences agréables, je ferai la désagréable. D'accord, on va tout effacer. On oublie tout ce qui est positif, agréable, ou je prends que l'information, la situation désagréable. Vous avez par exemple, puisqu'on parle des réseaux, j'ai 20 commentaires positifs, un des wahed qui n'est pas positif. Qui m'énerve et je veux répondre et ça me met des émotions désagréables, etc. Dans le couple. Le couple, le biais de négativité, tout va bien. C'est-à-dire, on a des moments de tendresse, d'affection, ça se passe bien, on partage, mais on se dispute. Je vais regarder que les disputes. On va se focaliser juste sur Je vais dire on se dispute événement. tout le temps. C'est-à-dire dans le couple, je vais dire on se dispute tout le temps et j'oublie par biais de négativité, les lunettes noires. Je vais dire qu'on se dispute tout le temps, mais menchouf tout ce qu'il y a autour, les moments qu'on passe ensemble, la solidarité, si tu veux la tendresse, le fait qu'on est bien, qu'on est le moment de partage aussi. Voilà. Donc je vais voir qu'on se dispute tout le temps. Qu'on me parle dans mon couple, je vais dire on se dispute tout le temps, on ne s'entend pas. Donc c'est qu'à le racher. Enfin, c'est tout le reste. Tout ce qu'il y a autour. Voilà. Vous avez le corollaire qui est l'inverse, le biais d'optimisme. Alors c'est là aussi, je vais voir que les choses positives et rien qui ne serait pas positif. C'est-à-dire, je vais être un peu love and peace. D'accord. C'est-à-dire un peu dans l'euphorie extrême, dans tout va bien se passer. Et je peux ne pas me préparer à des situations pas agréables pour moi. Je vous donne un autre exemple, puisqu'on parle du couple. Oui. Je suis avec quelqu'un, voilà, vous voyez la flamme des premiers temps, vous voyez là, il y a la passion. Donc, je vais dire, par exemple, elle ou il, là, je ne vais pas spécialement préciser au masculin ou au féminin, elle est très jalouse, très très jalouse, mais on a le même point de vue sur la famille. Elle m'appelle 20 fois par jour, mais quand même, elle est belle. Ou l'inverse. Hein. Voilà, ou l'inverse. L'inverse. Hein. Il n'aime pas ma famille, mais nanani avec les papillons dans le ventre. Mais après, ne pas aimer la famille de l'autre ou être excessivement jalouse, ça peut être source de problèmes plus tard. Quand je suis dans le biais d'optimisme, je ne vois pas ça. Après, quand je vis ça, c'est là que je vais me rendre compte qu'il y avait un volcan et que le volcan a explosé. Donc, tout est dans la modération, madame. C'est comme un curseur. Je ne vais pas être dans le plus en excès, ni dans le moins en excès. J'essaie d'être un petit peu dans le juste milieu. Je pèse le pour et le contre. Ni je suis négative, l'absa hadal khal, ou l'absa doré, je vois tout en... Ou alors rose, les années 60, mai 68 avec ça. Voilà, ça c'est très fréquent aussi. D'accord, donc vraiment trouver cet équilibre. La négativité. Oui, effectivement, donc on connaît beaucoup de personnes où... Alors je te donne un exemple. Vas-y. Oui, had les bleds ou circulation, ou tu vois, tous ces commentaires qu'on va se répéter. C'est vrai, qu'on retrouve souvent, il faut le dire. Là où tu vas, les boutiques, les taxis, les rencontres, on va voir que ce côté négatif, mais on ne voit pas le côté, ça va, on a du soleil, il y a des choses qu'on peut faire, il y a... on va bien. Voilà, ça c'est. Il n'y a pas que nous, hein, c'est partout un peu dans le monde. Non, c'est clair, on n'est pas une exception. Le biais de négativité, c'est un feu rouge. Et donc, ça va influencer un petit peu nos relations interpersonnelles, Amel? Ah oui, si par exemple, je suis ton amie et moi je regarde que le côté négatif, ça va fausser ma relation avec toi. Parce que non, on ne sera pas amis, Amel. Voilà, mais imagine, tu vois, oui, effectivement, c'est vrai. Il y a vrai. des choses entre nous, mais là, un jour, je ne sais pas, tu m'as mal reçu ou là.
je vais dire elle m'a mal reçu. C'est-à-dire mon filtre par rapport à toi, c'est elle m'a mal reçu. Donc ça y est, ton être en entier, je ne le connais pas. J'ai juste gardé un flash, un cliché de toi. D'accord. Juste une seule carte, surtout Mais surtout le reste. Mes lunettes noires vis-à-vis de toi. Alors, on a aussi encore un autre biais, donc biais de personnalité et de l'effet Barnum. Barnum. Alors, le biais de personnalisation et l'effet Barnum. En fait, le biais de personnalisation, c'est-à-dire que tout ce qui va me parler de moi, qui me personnalise, tout ce qui va dire toi, ML, ou là, quand on m'envoie un courrier, à la SMI, en fait, tout ce qui me nomme, voilà, tout ce qui me nomme va me ramollir. Me ramollir, c'est-à-dire je m'amadoue. C'est-à-dire que Jenny Bria à la SMI, je deviens gentille, je me ramollis, je m'amadoue parce que ça parle de moi. D'accord. Ça me concerne moi. L'effet Barnum est relié à l'effet de personnalisation. Alors, l'effet Barnum, en fait, c'est qu'on va vous parler de vous, on va parler des gens en utilisant des phrases générales qui parlent à tout le monde. D'accord. L'horoscope. Ah oui. Les tests de personnalité. Je ne parle pas des tests costauds que les psychologues font. Hein. Je parle des tests qu'on va trouver sur les réseaux. La voyance, les cartes. C'est-à-dire qu'on va utiliser les réseaux, les citations. Le monde est dur. Oui. Et le monde ne voit pas ma sensibilité. Exactement. Ouais, toutes ces choses qui va se reconnaître. On aura toujours l'impression de se reconnaître à l'intérieur. Et c'est des phrases qui parlent à tout le monde. Je te donne un exemple, Taliam. Oui. Écoute, tu es quelqu'un de très sensible. Généralement, tu parles avec ton cœur. Il t'arrive parfois de t'inquiéter sur le côté financier. Ces 3 phrases, elles parlent à tout le monde. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que je prends n'importe qui ici dans le plateau, je lui dis ces 3 phrases, la personne, elle va me dire oui, c'est vrai, parce que j'ai tellement été généraliste et générale que la personne se retrouve dans ce que je dis. Donc l'effet Barnum, c'est ça, c'est qu'on va nous dire des choses tellement générales qui parlent à tout le monde, on va se retrouver dedans. Et on va croire que c'est fait que pour nous. Tu vas me dire, pourquoi je dois le... Oui. Et ça va en fait nous empêcher de nous remettre en question. Nous remettre en question, ça va nous amadouer, ça va nous ramollir. Hein. C'est-à-dire, je vais sourire parce que tu parles de moi et que tu m'as comprise. Hein, tu m'as comprise, tu as lu en moi. Donc, c'est bien. Ça peut être bien quand je suis dans un processus, par exemple, positif, par exemple, relation médecin-patient, mais ça peut être aussi utilisé dans la manipulation. C'est-à-dire, on peut me manipuler en me parlant d'une façon générale de choses qui parlent à tout le monde. Et moi, je me dis, ah tiens, la personne, elle me comprend. Elle écoute. Elle a un côté psy. C'est quelqu'un qui est sensible, intuitif. Alors qu'elle m'a juste donné des phrases qui parlent à tout le monde. Alors, comme on dirait dans notre langage, des phrases bateaux. Des phrases bateaux que vous trouverez dans la pub, dans les tests sur les réseaux. Dans la voyance, je préfère le dire. Hein, parce que, bien entendu. Dans le tarot, dans les réseaux aussi. Les citations. Donc, d'ailleurs, il y a une citation. Tout le monde, ils sont méchants, tout le monde, il est méchant. Hein, voilà, tout le monde, il est méchant, mais moi, je suis le ou la gentille. Ou la... je l'adore. Oui. Plus tu es authentique, plus ton cercle d'amis se rétrécit. Ah ouais, d'accord. C'est facile, hein, c'est vraiment, on va dire, le fourre-tout. Hein. C'est une phrase qui va parler à tout le monde. Oui. Mais après, quand tu vas voir les commentaires, tu vas voir qu'il y a 300, 400 personnes qui disent oui, c'est vrai, oui. Mais je connais D'accord. C'est qui les méchants? Voilà, exactement. C'est qui les gentils? Mais c'est une phrase qui parle à tout le monde, elle est logique. Si je suis authentique, mon cercle d'amis se rétrécit, je ne vais pas avoir 100 amis. Et je ne peux pas être la même ML avec 100 personnes. Authentique, ça veut dire que si je suis ton ami, je suis être plus intime avec toi qu'avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est un truc logique. Exactement. Mais les autres ne sont pas méchants. Absolument. C'est ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que tous ces biais cognitifs peuvent influencer notre santé mentale, notre bien-être? Parce que ça peut nous induire à avoir des sentiments, des émotions désagréables, des sentiments négatifs. On peut se mettre dans une position de victime par rapport aux autres. Ça peut provoquer des états vraiment désagréables. Si vous prenez la négativité, vous prenez il y en a un, j'aimerais bien qu'on en parle, le biais d'attribution. Le biais d'attribution est très important, ça aussi, ça touche l'ego. On va revenir sur ça, Amel, dans le biais d'attribution, oui. Tu veux le faire voir après? Oui, donc on continue un petit peu comment ça influence. Oui, ça influe parce qu'en fait, ça peut m'isoler des autres, ça peut induire en moi des jugements faux, subjectifs, pas du tout objectifs. Ça peut m'empêcher d'essayer des choses, de m'ouvrir à quelqu'un ou à des gens. Ça peut induire en moi des conflits.
Oui, des fausses croyances. Des fausses croyances, des conflits avec les autres, m'isoler, parce que dans l'extrême, je peux m'isoler. À cause de mes biais, je peux m'isoler. Bien sûr que ça peut aller dans ça. On ne va pas les diaboliser, les biais. C'est utile, mais c'est toujours dans la modération. Dans la modération. Voilà. Donc le dernier biais, Amel, dont tu voulais parler. Alors le biais d'attribution, il est aussi important, c'est-à-dire que je vais m'attribuer mes succès à ma personnalité, à mes qualités, et mes échecs, je vais les attribuer aux autres, à l'environnement. C'est la faute de l'environnement, la faute des autres. D'accord. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause des autres. La société, l'environnement, mais si j'ai réussi, c'est moi. Et par rapport aux autres, je vais attribuer aux autres leur réussite. Je vais dire huma, c'est huma li machi mlah, ana li mliha. C'est-à-dire, je leur donne pas le bénéfice du doute. Si toi tu réussis, c'est la chance, c'est que on te favorise, etc. C'est ton environnement qui a fait que tu réussisses. Voilà. Si tu n'as pas réussi, c'est plutôt une ti. Tu vois, c'est un peu ce truc un peu étrange où moi je réussis, c'est grâce à moi, je réussis pas, c'est les autres. Et dans ma relation aux autres, moi, c'est l'inverse. Alors là, Amel, il faudrait faire appel à quoi pour un petit peu bien gérer tous ces biais cognitifs? Oui, alors c'est bien que l'émission existe, qu'on en parle un peu, c'est déjà donner l'avant-goût, c'est-à-dire donner envie aux gens d'être curieux par rapport à cela. Soit on arrive à dire aux gens, soyez curieux par rapport à cela, à connaissance de votre être, qui vous êtes, comment ça fonctionne. Déjà, quand je suis curieuse par rapport à ça, je vais un peu me renseigner concernant les biais. Il faut apprendre, parce qu'il y en a 150, on ne peut pas apprendre à tout le monde 150, mais juste un peu de se dire, mais peut-être que j'ai des filtres, peut-être que j'ai des lunettes par rapport aux autres, à la vie, et en prendre conscience. Si j'ai tendance à toujours vouloir avoir raison, et que j'ai toujours le même avis, tu sais, par exemple, Marie, mais il y a des gens qu'on ne change pas. C'est faux. Oui, bien sûr. Oui, c'est faux. Celui qui ne change pas, il va de l'aura, mais il n'avance pas. On change. Pouvoir prendre conscience de mes biais, les interroger, me poser des questions. Donc, enlever cette rigidité, Amel. Retrouver beaucoup de souplesse, me poser des questions. Si à notre avis, peut-être qu'il est vrai, il faut que je me renseigne. Avoir de la curiosité intellectuelle, parce que c'est un appareil extrêmement puissant, il faudrait qu'on l'utilise. On ne va pas l'utiliser juste pour le basique à manger, boire. Marcher, oui, c'est clair. Il est là pour. Et puis c'est enrichissant. Et quand je travaille mes biais, je m'ouvre à beaucoup de richesses, la richesse des autres humains. On n'est pas 8 milliards pour rien. Tu as ta différence, j'ai la mienne, la sienne, etc. C'est-à-dire quand je m'ouvre à toi, je ne perds rien. Au contraire, c'est-à-dire que toi, tu me donnes une information. Elle reste chez toi cette information, mais elle m'enrichit cette information que tu m'as donnée. C'est pas comme si tu avais 2 oranges, tu me donnes une orange, l'information, l'échange entre nous est enrichissant. Donc je m'ouvre, je me dis, et je me remets en question. Voilà, justement, c'est la remise en question dont je voulais qu'on parle. Amel, c'est par exemple, je ne sais pas, j'ai pas un problème ou quelque chose, une pensée ou une réflexion, poser la question aux autres, questionner les autres, et même si les avis, comme on l'a dit tout à l'heure, sont divergents, ne sont pas en accord avec nous-mêmes, ça pourrait peut-être comme nous ouvrir une porte ou un chemin. Demander l'avis des autres, le feedback des autres, c'est très important. Parce que la vision des autres, elle est objective, elle n'est pas dans ce que je suis en train de vivre. L'autre peut me donner un éclairage que je n'ai pas moi d'emblée. Donc demander l'avis des autres, s'ouvrir à l'avis des autres. Mais allez, si l'avis d'autres me gêne parce que la personne me dit, écoute, si c'est peut-être pas que ça ce que tu es en train de voir. Ton partenaire, tu dis, on se dispute tout le temps. Mais regarde un peu l'autre un avis externe, un tiers, va me dire, mais regarde tous les aspects de ta relation. Même si ça va m'énerver, parce que moi je crois il ne va pas dans mon sens, c'est clair. Ça ne va pas dans mon sens, mais ça m'ouvre les yeux, je vais me dire, tiens, oui, peut-être que ça, effectivement, j'ai pas vu ça, effectivement. S'ouvrir à la vie des autres, s'ouvrir à la richesse de ceux qui sont autour de nous, se questionner, chercher, apprendre, on a des moyens d'accès à l'information incroyables. Donc apprendre, ne pas se contenter de scroller sur les réseaux, parce que les réseaux utilisent les biais cognitifs. D'accord. Les réseaux vont nous mettre un peu dans un point de vue. Et déunir dans un point de vue. D'accord. C'est déunir dans une pensée, dans un troupeau. Donc c'est vrai, je scrolle sur les réseaux, mais je vais aller chercher ailleurs les informations. Je confirme mon point de vue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire, on va dire, assez rapidement? Il y a certaines situations où on doit être assez, on va dire assez rapide dans sa prise de... on va dire une prise de décision ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que des fois, être lent, réfléchir, dire « ouais, attends, après » ou on va dire mettre du temps à prendre une décision, ça peut avoir l'effet contraire que d'être rapide. Bon, les biais servent à prendre une décision rapide, justement. Les biais cognitifs servent à prendre une décision au point de vue, une position rapide. C'est là que j'ai peut-être parfois besoin de freiner.
C'est quand je suis obligée je me dis, ah tiens, tu vas tout de suite réagir, ou là tu vas tout de suite décider d'arrêter de travailler, ou là de quitter telle personne, ou d'appeler, ou d'être en colère, c'est là que je tire le frein à main. Pose-toi, est-ce qu'il n'y a pas des biais, entre autres, est-ce qu'il n'y a pas des biais cognitifs dans ce que tu es en train de faire, Amel? C'est plutôt la réaction rapide que j'ai besoin de tempérer, de voir est-ce que j'ai des biais dans tout ça. D'accord. C'est plutôt l'inverse, parce que les biais servent à réagir rapidement. Nos anciens biais cognitifs, c'était, quand on remonte aux temps anciens, c'était l'instinct de survie. Est-ce que ça vient un petit peu de ça? Donc c'était réfléchir rapidement, prendre une décision rapidement, fuir, faire les choses assez rapides, sauf que maintenant, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. La société n'est plus ce qu'elle était autrefois. Alors l'instinct de survie, je le mettrais plutôt dans ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient est un peu archaïque, un peu... c'est reptilien. Oui. Il est très puissant et il a beaucoup de choses à faire, notre inconscient, mais lui, il est dans la survie. Donc, il va tout faire pour qu'on survive. Mais on a aussi un cerveau, une conscience, c'est majuscule. Donc, même si mon inconscient, il est là, parce qu'il doit me faciliter la vie, l'inconscient, c'est ça l'objectif. Oui. Mais j'ai une conscience, je suis censée réfléchir. Je suis censée... Pas mentaliser haja. Mentaliser, c'est les pensées taillées, ou j'utilise les biais, ou mes croyances, etc. Non, réfléchir, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et de me poser, demander des avis, tiens, me poser, attendre de me calmer pour décider. L'instinct de survie, c'est ok, il est là, mais je ne suis pas un chat. Je ne suis pas une abeille, je ne suis pas un lion. Il est là pour me protéger, mais j'ai un cerveau, j'ai besoin de l'utiliser. Donc c'est ça, c'est prendre ce temps. Un des amis, c'est la patience. Oui. L'avis, demander l'avis des autres, le point de vue, s'ouvrir aux avis des autres. Et s'ouvrir à la variété, la diversité. Je n'ai pas forcément raison, je suis un être humain. J'apprends tout le temps, j'évolue tout le temps, je change tout le temps. Et si j'ai tort, c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas grave. Si on a tort, on s'est trompé. C'est la fin du monde. Non, absolument pas. Et sur mon lit de mort, est-ce que ça serait important que j'ai eu tort? Voilà. Ça c'est dans l'extrême en fait. On va avoir cette manière de relativiser les choses. Donc en fait, tout est une question de dosage, Amel. Bien dosé. Voilà, c'est-à-dire le juste milieu, revenir un petit peu, s'ouvrir aux autres parce que nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des autres, des avis des autres. Ne pas se prendre au sérieux, non, ça c'est pas parce que j'ai un avis que c'est le meilleur avis. Et prendre du recul, de la patience. Et de ne pas avoir un avis sur tout aussi. Il y a ça aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir un avis sur tout, c'est impossible. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup Amel. Ça fut un plaisir comme d'habitude de t'avoir sur notre plateau. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Donc je vous retrouve, Inch'Allah, mercredi. Mais en attendant, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir. Ça a été rapide.